Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. J-3 avant le premier tour des élections municipales et évidemment notre région est au cœur d'enjeux électoraux très importants. Marseille va-t-elle basculer à gauche? Aix-en-Provence va-t-elle rester à droite? Quel impact pour le Front National dans la région, en Vaucluse et dans le Var en particulier? Tarascon, Brignoles sont dans leur collimateur pour évoquer toutes ces situations. Des spécialistes des questions politiques locales sont sur notre plateau. Gilles Roff. Bonjour Gilles. Bonjour. Journaliste au Monde, entre autres. Correspondant du Monde. Oui. Voilà, à Marseille et dans la région. François Tonneau. Bonsoir. Qui s'occupe de la politique pour le journal de la Provence. La Provence. Merci François d'avoir accepté notre invitation tardive. André Brunetti de Midi Libre, qui connaît bien la situation en Vaucluse, partout dans la région, mais en particulier en Vaucluse. Bonsoir André, merci d'être là. Sophie Acarias, de France 3 Var, qui nous parlera évidemment des points chauds de ce département, et il y en a un certain nombre. Et enfin, Laurent Grollet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Thierry. Vous êtes journaliste à France Bleu Provence. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Et puis, pour analyser toutes ces situations diverses et variées, notre politologue Norbert Nourian. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Allez, commençons par Marseille, où il est à peu près certain que l'élection, comme en 2008, se jouera dans les 4e et 5e arrondissements de la cité phocéenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça va se jouer là? Jusque-là, on est d'accord, oui. Bon, ça risque de se gâter. Jouer là Ouais. et peut-être dans un autre secteur. Lequel, Gilles? Moi, je pense que le 6e secteur est un secteur qui Ouais. peut aussi réserver des surprises. Avec Robert Assante, qui était haut dans un sondage récent. Mais en second rideau, on va dire. Si quelque chose bascule dans le 4-5, je pense que ça peut aussi basculer dans le 11-12. François, plusieurs swing secteurs à Marseille? Non, c'est vraiment dans le 4-5 que ça va se jouer, je pense, parce que le 11-12, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Et dans le 4-5, ça peut même se jouer à presque rien, j'allais dire, à quelques centaines de voix près, d'ailleurs, comme en 2008, c'est ce qui s'était passé. Ouais, quelques voix, 900 voix pour Muselier, là, il y a avait permis à Jean-Claude Gaudin de garder la mairie. Voilà, là, il y a quelques rues, quelques bureaux qui peuvent faire basculer clairement l'élection. Alors, les derniers sondages, et il y en a eu beaucoup sur le secteur, prévoient que ça va être effectivement très serré, avec un avantage quand même si c'est dans la marge d'erreur pour Marie-Alette Carlotti. On va voir des sondages que nous avons réalisés il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Vous voyez donc le premier tour pour ce 3e secteur, c'est Bruno Gilles évidemment qui est en tête, Marie-Arlette Carlotti est 2e, le Front National est haut, 19%, et Isabelle Pasquier, Front de Gauche, très important, 12%, et c'est ce report de voix qui peut être fondamental pour l'élection de Marie-Arlette Carlotti, éventuellement au 2e tour. 2e tour, un cas de figure, une triangulaire évidemment, puisque au-delà de 10%, on est qualifié pour le 2e tour, 43% pour Marie-Alette Carlotti, 42% pour Bruno Gilles, 15% pour Monsieur Baumann pour le Front National. Le Front National, 15%, vous le voyez plus haut, plus bas dans ce secteur-là? C'est toujours difficile à évaluer. Le Front National, Monsieur Baumann est un élu assez bien implanté, qui travaille le terrain depuis de longues années. Moi, je trouve que le chiffre du premier tour me semble plus en adéquation avec ce qu'il peut atteindre. Laurent. Il faut quand même se souvenir que aux législatives en 2012, Jean-Pierre Baumann, c'est celui qui avait fait le moins bon score, si j'ose dire, des candidats Front National. Je crois qu'il était à 13%. Donc c'est pas le secteur où le Front National est le plus fort. Après, le contexte est différent et la circonscription n'était pas tout à fait la même que le secteur municipal. Mais bon. je ne le vois pas beaucoup plus haut que 15%. Non, parce que lui nous disait sur ce plateau il y a 3 semaines que c'était un sondage ahurissant et qui serait au-delà de 20%. Non, Laurent. à mon avis, ce qu'il faut aussi dire sur le 4-5, c'est qu'au-delà des personnalités qui sont en présence, avec effectivement un Bruno Gilles qui est implanté, voilà, qui laboure le terrain, qui se dit un élu de proximité, et qui l'est sans doute, de Marie-Arlette Carlotti également, qui reste sur un fait d'armes d'avoir quand même détrôné Renaud Muselier aux législatives. Je crois que c'est aussi un secteur où ça va au-delà des personnalités, puisque ça va être un secteur clé, comme on l'a dit, ça c'est vraiment une réalité, une évidence, et donc ça va au-delà des personnes en présence. Je pense que ça peut aussi jouer
pour faire basculer la mairie des gens qui ne seraient peut-être pas forcément enclins à voter pour l'un ou l'autre ou un troisième Front National éventuellement, qui vont porter leur voix pour faire basculer définitivement la balance dans un camp comme dans l'autre. Ça, c'est l'une des particularités, Norbert, de la fameuse loi PLM. C'est-à-dire qu'à Paris, Lyon et Marseille, on vote par secteur, ce qui veut dire concrètement qu'on peut être majoritaire en voix, en valeur absolue, mais perdre dans la mairie. Ça l'a déjà 83. C'était le cas en 1983 où Gaston Defferre avait gagné la mairie mais était minoritaire en voix sur l'ensemble de la commune. Donc c'est un effet de composition. Voilà pourquoi nous aurons tous les regards tournés sur le 4e et 5e arrondissement. Et au-delà des sondages, je pense que l'enjeu sera tel que les effets de dramatisation feront, je dirais, mobiliser les électeurs différemment au second tour. Certes, il y a un effet de bascule pour la gauche, mais il y a aussi un effet de mobilisation des électeurs à droite qui peuvent voter Front National et qui, pour conserver la mairie à droite, iront porter leur voix sur Bruno Gilles. Je dirais que c'est le différentiel du premier tour qui nous donnera une indication. Oui, avec un report de voix pour le Front de gauche qui est de 80-85%. Mais il y a encore une petite marge pour Marielette Carlotti. Là, elle peut récupérer encore des voix chez Isabelle Pasquier qui, évidemment, va fusionner avec elle au deuxième tour. Elle ne se maintiendra pas, ça c'est une évidence. Il y a également les voix de Michel Rubirola, la candidate de Pape-Diouf, qui lui sont acquises assez nettement. Je voudrais qu'on parle du Front National et de l'impact que le Front National pourrait avoir au sein du conseil municipal. Alors, Stéphane Ravier, lui, il annonce clairement la couleur. Pour lui, 20 conseillers municipaux. Bon. Pour ça, il faudrait qu'il gagne un arrondissement. Il est très optimiste. Oui, mais un secteur. Évidemment, mais lui, il se voit évidemment gagnant dans le 13-14. Bon, la logique, ce serait plutôt entre 7 et 10. C'est pas complètement fou de dire ça. Évident. Voilà. Donc, entre 7 et 10 conseillers municipaux, au conseil municipal, comment est-ce qu'on fait pour gouverner cette ville ? Parce que forcément, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura majorité relative. C'est la grande crainte de Jean-Claude Gaudin, une majorité relative. En plus, Stéphane Ravier le dit clairement. Lui, l'objectif, ce sera de peser sur les votes importants, je pense notamment au budget, pour faire fléchir la majorité. Alors, Jean-Claude Gaudin, si c'est Patrick Mennucci, c'est différent parce que pour l'emporter, Patrick Mennucci aura besoin de 5 secteurs, donc il aura sans doute une majorité absolue. Mais si c'est Jean-Claude Gaudin, Stéphane Ravier fera tout au moins pour peser, pour influer, au même titre que le fera Front de gauche, si c'est Patrick Mennucci d'ailleurs. Parce que le Front de gauche aura X élus et se servira de ce poids-là pour influer sur les décisions et sur les votes. Sauf qu'avec Stéphane Ravier, ça risque d'être un peu compliqué, parce qu'on le voit notamment à la région, où le Front National a une capacité à se faire entendre, à dire les choses. Alors là, la majorité de gauche à la région, c'est pas pareil, mais là, si c'est une majorité de droite, puis Stéphane Ravier, ça me saura toujours rappeler comment, en 86, ils se sont entendus avec Jean-Claude Gaudin à la région, justement. Gilles, là-dessus. Moi, c'est ce qui me fait penser que l'effritement entre le premier et le deuxième tour des voix FN n'aura pas lieu. Parce que je pense qu'ils sont, en effet, Stéphane Ravier est dans une logique d'obtenir le plus grand nombre de conseillers municipaux à Marseille, et ils vont vraiment axer leur campagne entre les deux tours là-dessus, essayer vraiment de conserver leur électorat. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à l'effritement entre les deux tours. Et en effet, à partir du moment où ils seront installés au conseil municipal, ils vont vouloir peser. Ils l'ont dit déjà, Stéphane Ravier s'en cache pas. Maintenant, du côté de la droite, comment on va réagir à cette demande ? Est-ce qu'on va rester dans le nini, pas d'accord, ou est-ce qu'on va diriger Marseille avec le FN ? Ça, l'avenir seul nous le dira. Laurent ? Enfin, ce qu'on peut dire très facilement, c'est qu'on ne va pas vers une défaite en termes de résultats du Front National, puisque quand on part de 1 élu au conseil municipal, on se dit que si on en a 2, on a déjà doublé le score, donc on est pas mal. Simplement, il faut voir aussi, on parle des sondages, qu'en 2008, et le Front National était plutôt autour de, si on regarde dans les secteurs, était plutôt autour de 8, 10, et que là, on parle de 15, voire beaucoup plus haut. Ouais, entre 15 et 20. Ouais, entre 15 et 20. Il y a quand même des forces en présence qui sont tout autres qu'en 2008. Bon, Stéphane Ravier, effectivement, spécule sur 20. Alors, on est dans la fourchette haute, mais enfin, il considère que 10 est une grande victoire. 10 est une grande victoire. Est-ce que on peut
éventuellement, on pourrait se retrouver dans un cas de figure qui est que c'est le conseil municipal qui vote pour le maire. Hein. C'est le vendredi, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, le vendredi après le dimanche du deuxième tour. Est-ce qu'on peut se retrouver, parce que Stéphane Ravier est suffisamment farceur, pour voter pour Patrick Mennucci? Si c'est le cas, on peut se retrouver avec... Non, mais est-ce que c'est envisageable, ça, Norbert Nourion? Je lui ai posé la question à Stéphane Ravier, off. Que vous a-t-il répondu? Cela fait rire. Oui, non. Vous racontez le off. Je pense que la politique fiction... Pas bien, Laurent, c'est vrai, vous avez raison. La politique fiction peut être laissée de côté. Par contre, la question de fond est celui de la majorité relative. Et là, des scénarios qui peuvent être envisagés. D'abord, à un premier niveau, peut-être un accord dossier par dossier, ou alors un accord ou un contrat de gouvernance, comme on a pu le connaître à la communauté urbaine, entre la droite et une partie de la gauche. Pourquoi pas? Avec quel résultat? On a vu que ça marchait pas tout à fait. Très bien, cette affaire-là. Mais gouvernance partagée, Et c'est l'effet de la loi, encore une fois, de la loi PLM. Mais il faut bien voir que l'enjeu est aussi à un second niveau, puisqu'il y aura, bien évidemment, la construction du conseil communautaire de la CUM et voir quelle est la majorité, puisque énormément de compétences stratégiques qui ont des effets de la vie sur la ville seront exercées dans l'intercommunalité, qui elle-même va se transformer en métropole dans les 2 ans. Donc il y a une première, il faut préciser que c'est une première. Pour la première fois, on votera au suffrage universel direct, à la fois pour élire des conseillers municipaux, mais également des conseillers communautaires avec un fléchage sur le bulletin de vote. Les conseillers communautaires, donc avec un fléchage, et un complément à ces conseillers pour former définitivement le conseil de métropole. Donc, des systèmes de majorité emboîtés, c'est une première et nous verrons bien. Avant la mise en place de la métropole en 2016. Un petit mot sur la réconciliation. Si Patrick Mennucci gagne, il va falloir qu'il réconcilie tout le monde entre Marie-Arlette Carlotti et Samia Ghali. C'est toujours pas la paix des braves. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de tensions. Ça sera un de ces... un travail qu'il va devoir mener très rapidement? Moi, je pense qu'il a déjà fait ce travail. Il a déjà fait ce travail sur les listes. Ouais. Il a réussi à mener... Bon, c'est vrai qu'on l'a beaucoup décrié. On a dit qu'il avait une gestion clanique, des listes, etc. Bon, il a réussi à monter des listes. Quand on les regarde, elles sont équilibrées. Bon, il y a des personnes qui, en effet, étaient proches des Guérini, c'est clair et net. Mais bon, il a réussi à monter ces listes. Elles sont ouvertes à la société civile. Hein. Il y a eu le coup médiatique très intéressant, et notamment dans l'optique du 4-5, hein, de l'arrivée de Laurence Wischniewski. Première adjointe. Hein. Comme première adjointe virtuelle. C'est un bon coup, ça. Enfin, je veux dire, c'est en termes de plus-value électorale. Alors écoutez, si on l'analyse au niveau du 4-5, je pense que oui, parce que c'est un secteur où il y a quand même pas mal de gens, CSP+, et qui avaient un doute sur la capacité de Patrick Mennucci à mener ces réformes dont il parlait, qui sont inscrites dans son programme, de la façon de la gouvernance de la ville, de la façon de gérer l'argent public, etc. Et on a l'impression que cette arrivée de Laurence Wischniewski est un symbole d'intégrité, et que ce symbole d'intégrité a un effet sur les gens qui potentiellement se disaient non, je ne voterai pas pour le Parti socialiste à cause de ces histoires antérieures. François, vous pensez qu'il a vraiment réussi à travers la composition des listes à faire la paix, en semblant de paix entre des candidats dont on sait, et ça c'est le résultat des primaires, que ça a été très 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 tendu. Hein. Ça a été très tendu, il a avalé quelques couleuvres, hein, c'est évident. Hein. Mais je crois qu'il a réussi deux coups qui lui permettent aujourd'hui de reprendre la main. Il y a effectivement Laurence Wischniewski, il y a également Jean Viard. En prenant Jean Viard un peu sur le tard comme porte-parole, et en laissant à Jean Viard dire très vite qu'il ne s'agit pas que les listes soient constituées de clans, il est parvenu, disons, à faire éclater la vérité au grand jour. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne doute qu'effectivement, il y a eu des tentatives à droite, à gauche, enfin, en l'occurrence c'est tout le temps à gauche, mais d'imposer ses vues de la part des barons. Après, je pense que le plus dur est fait maintenant. S'il l'emporte, de toute façon, tout le monde y trouvera son compte. Tout le monde aura une place importante. Laurent, Laurent là-dessus
Pour rebondir sur ce que disait Gilles, les CSP+, je suis assez d'accord. Simplement, pour les autres, ceux qui sont en dessous de plus, est-ce que la personnalité de Laurent Wiśniewski leur parle, entre guillemets? Est-ce qu'on ne peut pas faire le reproche à Patrick Mennucci de faire venir quelqu'un de Paris, finalement, parce qu'elle est aussi magistrate à Paris, et avant tout, avant d'accepter la proposition. Et puis, dernière chose, peut-être sur le symbole, d'annoncer qui sera, alors qu'on a beaucoup entendu beaucoup de candidats, dont Patrick Mennucci, dire qu'évidemment que les postes ne se distribueraient pas à l'avance et qu'on verrait ça en temps et en heure. Bon, c'est un tournant dans en revanche, la stratégie. Pas de problème. En 2008, il me semble. Il avait annoncé que Samia Ghali serait sa première. Oui, tout à fait. En direct sur notre plateau, d'ailleurs. Depuis, on ne l'a plus vu sur nos plateaux. Et d'ailleurs, M. Guérini, c'est quand vous voulez, hein, aucun problème, c'est avec grand plaisir. En revanche, pas ce type de souci chez Jean-Claude Gaudin. Il y a un patron, c'est lui qui décide. Il a géré la question de Tessier assez rapidement, hein, parce que c'était l'épine dans le pied. À toi la communauté urbaine, à moi la mairie, tout est rentré dans l'ordre. Il a géré aussi la question Muselier. Absolument. Oui. Même s'il est capable, député européen, Muselier, de parfois dire... Pour le Sud-Est. Mais il a quand même l'épine, alors vous allez me dire, elle est un peu moindre peut-être que celle que subit Patrick Mennucci, mais il y a quand même l'épine Robert Assante qui peut lui porter préjudice dans le secteur, l'autre secteur qui pourrait basculer. 11 et 12e arrondissement. Voilà, 11e et 12e arrondissement. Où on a vu un sondage... il y a 8 jours où Robert Assante était capable de se maintenir au second tour. Donc qu'est-ce qu'il fera? C'est la grande inconnue. C'est la grande difficulté pour Jean-Claude Gaudin. Mais c'est vrai qu'il a plus réussi à rassembler ses troupes pour le moment. À propos du PS, il faut quand même dire que le vrai cauchemar pour Patrick Mennucci, ce sera en cas de défaite. Parce qu'en cas de défaite, c'est là que ça va être règlement de compte et les règlements de compte vont démarrer. Donc je pense que s'il gagne, ça sera beaucoup plus facile à gérer. Oui, parce qu'au passage, quand on parlait de réconciliation, il me semble qu'on avait déjà abordé la question après les primaires. Oui. C'était réglé. Oui. Et il me semble aussi qu'on n'entend pas du tout Samia Ghali dans la campagne en faveur de Patrick Mennucci. Elle a des tracts où Patrick Mennucci, son nom n'apparaît pas, avec des couleurs différentes. Elle parle quasiment jamais de lui. Alors, elle fait les grandes journées, elle est là, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elle fait dans les 15e et 16e arrondissements une campagne... Pour l'avoir suivi sur le terrain, elle fait sa campagne intense, personnelle. Voilà, d'accord. Mais c'est pas au détriment de Patrick Mennucci. Hein. Et Jean-Claude Gaudin, sur sa campagne, comment est-ce que vous la jugez? Si campagne il y a, parce que... Oui, non, il y a campagne, mais ça peut même paraître surprenant pour tous ceux qui disaient que... Ce vieux monsieur ne ferait rien. Moi, je le trouve plutôt dynamique, mine de rien. Il est quand même présent sur le terrain. Il fait beaucoup de rendez-vous. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas dire qu'il se déplace très facilement. Mais il est quand même un peu partout. Je trouve même qu'il fait une campagne peut-être plus dynamique qu'en 2008. Il le dit. Et il est parti même plus tôt qu'en 2008. Il faut se souvenir qu'en 2008, il était parti au mois de janvier. Là, dès le mois de décembre, il est parti au combat. Et il fait quand même sa campagne. Alors, juste un mot très rapidement, et on va évidemment revenir vers vous, Sophie et André. À Toulon, la campagne municipale de Marseille, ça intéresse ou pas du tout? C'est-à-dire pas beaucoup, finalement. J'allais vous dire, vous le savez tous, ces villes, elles sont tellement opposées. Toulon écartelé entre Nice d'un côté, Marseille de l'autre. Donc c'est vrai qu'on est un peu auto-centré sur nous-mêmes. Et on était avec notre problématique d'Hubert Falco. Va-t-il y aller ou pas? Ça y est. Et finalement, c'est arrivé. On y reviendra dans quelques minutes. André, depuis Avignon. Depuis Avignon, on regarde... Je ne parle pas de vous qui vous intéressez à la politique depuis très longtemps, je parle des Avignonnais. On s'intéresse davantage au régional qu'au municipal à Marseille, évidemment, et donc on essaie de voir ce qui se passe, parce qu'effectivement, on pourrait aussi bien avoir un maire socialiste à Marseille qu'une maire socialiste à Avignon, auquel cas, ça ferait une espèce de rapprochement entre les deux villes, celle du sport et celle de la culture. Mais pour l'instant, Marseille n'est pas un souci. Allez, autre chose à faire. Autre coin très chaud, et on y reviendra à Avignon, effectivement, ça fait partie des villes qui sont particulièrement intéressantes. Autre coin très chaud est lié à Marseille, évidemment, avec la mise en place dès 2016 de la métropole Aix-en-Provence. Revenons sur ce sondage Ipsos Teria pour France 3 Provence-Alpes et la Provence que nous vous avons dévoilé lundi. Il laisse supposer qu'à Aix-en-Provence aussi le combat sera serré. Vous voyez rapidement les résultats du premier tour.
puis le second tour. Allez, on passe au second tour avec 2 cas de figure. Un duel entre Marie Joissains et Édouard Baldo. Marie Joissains l'emporterait d'une très courte tête. On est encore là dans la marge d'erreur qui est de 3-4 points pour les grandes listes. Et dans l'hypothèse d'une triangulaire avec le FN, alors là, ils sont à égalité, 46% chacun. Est-ce que le fait, Laurent Grollet, que Marie Joissains ne décroche pas véritablement, alors qu'on aurait pu le supposer avec ses ennuis judiciaires, est-ce que c'est son combat contre la métropole, contre Marseille, qui porte ses fruits? Ou alors, est-ce que finalement, les Aixois aiment bien Marie Joissains, tout simplement? Alors ça, je ne sais pas si je peux me faire le porte-parole des Mais si, Aixois. allez-y. J'ai le sentiment, effectivement, qu'elle tient encore le cap et que son combat contre la métropole, où elle s'est vraiment mise en avant, peut-être même un peu mise en danger, paye. Alors c'est sûr qu'il y a eu ces affaires qui sont venues un peu ternir son image ces dernières semaines. Là aussi, elle est combattante, on ne peut pas lui enlever ça. Et elle le montre, parfois elle le joue, elle le surjoue presque un peu. Mais elle est fidèle à son image de combattante et de femme qui ne lâche rien. Gilles? Oui, c'est une super combattante. Je l'ai encore suivie hier dans les rues d'Aix. Elle est... Exactement, c'est le terme qu'a employé son adjoint, elle lâche rien. Je pense qu'elle garde une certaine sympathie des Aixois, mais elle est peut-être pas aussi populaire qu'elle l'a été, et notamment dans les quartiers un petit peu plus défavorisés d'Aix qu'elle avait conquis, on s'en souvient, pour gagner la ville. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fort dans ces quartiers-là. Alors c'est peut-être là que va se jouer la différence, avec un gros travail du PS dans ces quartiers-là, justement. François? Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est il y a effectivement son combat contre la métropole qui joue, mais il n'y a pas que ça. Marie Joissains, elle a toujours eu l'art de créer des combats contre Marseille. C'est peut-être ça qui plaît aux Aixois, au fond. Stratégie. Peut-être plus que le combat contre la métropole. Vous savez, ça c'est une vieille histoire. Mais c'est une vieille histoire. Aix contre Marseille, c'est une vieille histoire. Se coucher sur les voies contre la LGV PACA, parce que le TGV s'arrêterait à Marseille et pas chez elle. C'est historique, c'est culturel, et elle incarne ça quand même un petit peu. Et comme effectivement c'est une combattante, je pense que c'est ça qui plaît aux Aixois. Alors il va falloir très clairement, pour les 2 candidats, récupérer des voix au centre. Celle de François-Xavier de Peretti pour Édouard Baldo, a priori ça devrait plutôt bien se passer, 70-80%, montre notre sondage de report sur Édouard Baldo. C'est en revanche plus compliqué pour Marie Joissains avec les voix de Bruno Genzana. C'est ces voix-là qu'il va falloir aller chercher, et est-ce qu'elle est en capacité d'aller les chercher? Alors, je pense que ça va se jouer là-dessus. Marie Joissains est très en colère contre la liste Genzana, qui a également parmi elles M. Chaureau, qui était son premier adjoint. Elle considère cette liste comme une trahison, et elle le dit. Et elle le dit de façon très violente, donc c'est très compliqué ensuite pour négocier et faire revenir vers elle des gens qui donc sont partis contre elle. Donc je pense que ça va se jouer là-dessus, et je ne suis pas sûr que les gens qui voteront Genzana au premier tour, par réaction aussi et par volonté de se débarrasser de Madame Joissains, iront voter pour elle au second tour. Donc je pense que le report il sera pas si bon que ce qu'on attend, et c'est peut-être là-dessus que va se jouer la ville d'Aix. Donc elle a perdu, quoi. Je vous invite à lire mon article de... Laurent. Parce que montre le sondage, en tout cas. Oui, évidemment. Mais bon, encore une fois, on est dans la marge d'erreur, 3-4 points, et c'est vrai que... Bon. Laurent. Je pense que l'adversaire, ça c'est une évidence, a priori, la plus coriace pour Marie Joissains, c'est Édouard Baldo, puisque d'une, c'est quand même quelqu'un qu'on découvre. Alors effectivement, très dans la rondeur, en opposition frontale avec le caractère bouillonnant de Marie Joissains. Et qu'à côté, effectivement, on a des gens qu'on connaît déjà. François-Xavier de Peretti, on le connaît déjà. Alexandre Medvedovski, les Aixois le connaissent. Bruno Genzana. Voilà, Bruno Genzana, les gens le connaissent. Et peut-être que les gens aussi hésitent à se porter vers des personnalités qui ont été avec le maire sortant. Ils ont tous travaillé ensemble. Qui ont travaillé avec le maire sortant et qui aujourd'hui se disent des opposants. Je crois que les gens, parfois, ont du mal à comprendre ça. Norbert
Bernard Oriant, c'est quoi entre Marie Joissains et les autres? C'est un vrai, il y a un vrai clivage idéologique ou c'est juste une question de personnes? Non, c'est des gens qui se sont aimés et qui aujourd'hui se détestent. C'est à la fois une question de personnes et à la fois des clivages idéologiques ou tout au moins de représentation du territoire. Donc on l'a dit, elle a mené le combat contre la métropole et aussi dans le bipôle métropolitain à valoriser la place d'Aix-en-Provence. Parce que de toute façon, cette métropole, nous ne pourrons la faire qu'avec une valorisation du bipôle métropolitain, Aix-Marseille. Donc comment passer d'une identité locale à quelque chose qui englobe un petit peu tout l'ensemble des territoires. C'est un des enjeux, j'allais dire, idéologiques ou de représentation de l'élection. Et ensuite, il y a dans les réseaux sociaux aixois, même dans le monde économique, un monde économique divisé entre les tenants de la métropole et puis se centrer un peu plus sur Aix dans ce cas-là. Allez, partons dans le département de Vaucluse, André, avec un exemple particulièrement réussi. Enfin, vous allez donner notre avis, ça c'est un jugement qui m'appartient. Un exemple particulièrement réussi de campagne ratée, et évidemment je parle de celle de l'UMP. Et dès le départ, ça part mal. Du coup, un boulevard semble être ouvert pour la candidate socialiste, vous l'avez dit, André, Cécile L. On va voir un sondage qui effectivement la place en tête. Et alors, ça aussi, suivi par Philippe Lotio, que personne ne connaissait avant qu'il annonce sa candidature et le fait qu'il n'était jamais venu à Avignon au mois de novembre, je crois. Le 30 novembre, le jour de la Saint-André, voilà. Je m'en souviens. Et Bernard Chosgros, effectivement, est 23e. Alors, et 3e avec 23%. Terrible, quoi, début de campagne. Reprenons donc. Incroyable. Au départ, Madame Roig avait dit qu'elle se représenterait avec Thierry Mariani. Aujourd'hui, député des Français de l'étranger. Il a bien raison, parce qu'un jour, il est chez les Papous, un jour, c'est les Australiens, loin des affaires. Il cumule des miles. Voilà, il cumule les miles, il est bronzé, il est en pleine forme, il fait de la muscu, loin des affaires vauclusiennes. Donc, il a dit qu'en gros, il était assez grand s'il voulait se présenter à Avignon pour le faire tout seul. Sous-entendu, j'ai pas besoin de maman. Donc, il n'a jamais dit qu'il viendrait à Avignon. Et du coup, le ticket Mariani-Roig est tombé de fait. Du coup, elle a trouvé une autre solution. Grâce à l'UMP, elle s'est dit peut-être on pourrait faire venir quelqu'un qui est un inconnu que je chapeauterai, je resterai deuxième sur la liste. Et puis comme ça, je continue à m'occuper d'Avignon sans m'en occuper vraiment, en ayant toujours le chauffeur, la voiture de fonction, etc., et tout ce qui va avec, ainsi que le Grand Avignon, parce que tout ça a quand même un coût, un prix et une représentation. Manque de chance, la personne sur laquelle s'est porté le choix, je peux dire, de l'UMP, c'est quelqu'un qui est vauclusien, il n'est pas parachuté, Pertuis, il est de Pertuis. C'est un chef d'entreprise qui a réussi, puisque en gros il a racheté l'équivalent de la SFP, la Société Française de Production que nous connaissons dans cette maison, parce que sans elle, il n'y aurait ni le Tour de France, ni de tennis à la télévision, ni Sochi et autres. Bon, c'est donc un homme d'affaires qui a réussi, qui est UMP, qui est allé à Paris, qui a demandé ce qu'il pouvait faire. On lui a dit, t'es dans le Vaucluse, tu vas à Avignon. Donc il vient à Avignon, ce qu'il a fait il y a à peu près 1 an. Le problème, c'est que la politique, c'est pas une entreprise, c'est petite ou grande. C'est autre chose. Ce sont des réseaux, ce sont des gens qui vous connaissent, qui vous apprécient ou pas. Là, et alors avec toute sa bonne volonté, c'est un homme qui est sans doute un peu naïf, qui a beaucoup de qualités, qui est dynamique, qui a de l'entre-gens, qui est sympa, qui appelle Cécile L par son prénom, qui appelle tous ses adversaires par leur prénom. Enfin, on se demande parfois si on est en campagne ou si on est entre potes. Et donc, il est là à Avignon, mais contre l'avis déjà d'une partie de la troupe de Madame Roig qui pensait pouvoir se présenter en ces lieux et places. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'il y a l'affaire Roig qui se rajoute là-dessus. Donc nous avons d'abord eu les 9 du Avignon Renouveau avec Monsieur Rogier qui voulait se désolidariser de la liste de Madame Roig avec donc... Qui va après avec Chosgros et puis les comptes de campagne, pas possible, donc il s'en bat. Voilà, puis sort l'affaire qui n'est pas illégale, comme le dit Marie-Josée Roig, qui demain soir fera ses adieux à la mairie d'Avignon, à tous ces Avignonnais. Elle a eu l'idée, son fils étant au chômage, à 47 ans, de lui trouver un emploi d'attaché parlementaire quand elle était députée pendant 6 ans. Et donc, il a été attaché parlementaire. 5 000 € par mois. Certains disent qu'ils ne l'ont jamais vu à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce vrai ou faux? On n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas illégal. Ça fait partie de l'argent dont les députés disposent. C'est comme la réserve parlementaire
parlementaires, ça représente des fortunes, on en fait ce qu'on veut sans avoir à se justifier. Résultat, André, aujourd'hui, et si on prend comme référence le sondage qu'on vient de voir, l'UMP est dépassé par le Front National. Et voilà. Et par un monsieur que personne ne connaissait il y a encore 3-4 mois. L'UMP est dépassé. C'est vrai qu'on en est à 5 sondages qui donnent Cécile Lehel dans tous les cas de figure en tête et future maire d'Avignon. Certes. Et c'est vrai qu'elle a un boulevard par rapport aux affaires de l'UMP face à elle. Cependant, depuis 15 jours, il n'y a pas eu de sondage nouveau. En revanche, les affaires continuent à l'UMP comme au PS, qu'il s'agisse de Copé, de Buisson. Ça voudrait dire qu'au deuxième tour, pour le coup, M. Lotio pourrait être devant l'UMP. Même au premier tour, rien ne dit que M. Lotio, qui était à 2 points de Mme L, depuis ces 10 derniers jours, vous voyez bien qu'il y a des affaires qui continuent. Vous voyez bien qu'on continue à critiquer la politique de M. Hollande, le chômage continue à grimper. On a même gelé les retraites des retraités comme si c'était eux qui gagnaient le plus dans ce pays, comme si c'était la priorité pour un gouvernement de gauche, on croit rêver. Donc vous imaginez bien que c'est pas très malin à quelques jours de ces élections et que donc rien ne dit que les gens de droite vont voter forcément UMP et pas Front National et que ça va pas continuer à progresser. Un petit mot, Gilles, sur Avignon et puis après on... Pour rebondir sur ce que dit André, Cécile Lehel parle systématiquement du Front National à la fin de ces réunions publiques. Et elle est très inquiète en effet du chiffre qui a été donné par les sondages du score de son adversaire. Donc on sent qu'elle est concernée. Petit bémol, elle continue aussi sa campagne et c'est une campagne plutôt... En même temps, si elle ne gagne pas ce coup-là, elle ne gagnera plus jamais. Hein. Et d'autre part... Elle est jeune encore. N'oubliez pas, cher Thierry et chers téléspectateurs, que depuis le début, M. André Casselli, qui est à la tête du Front de gauche, qui est communiste, fait campagne quasi exclusivement contre Cécile Lehel. Notamment, ils ont un point de désaccord monstrueux qui est le tramway, puisque Cécile Lehel est totalement opposée au tramway qui va coûter un bras comme à Aubagne ou ailleurs et qui ne servira à rien puisqu'il va servir surtout le Pontet, qui n'est pas la ville d'Avignon. Et donc, rien ne dit que les électeurs d'André Casselli au second tour, qui auront entendu pendant un an vont voter contre Cécile Lehel, vont se reporter leur voix sur Cécile Lehel. Donc il va sûrement y avoir des déchets au départ, et rien ne dit que les 15 ou 16% qu'ils représentent vont forcément être sur la liste de Mme Lehel. Donc il y a de quoi s'inquiéter pour elle. François ? Non, je voulais juste apporter non pas une contradiction, mais peut-être une nuance. Quand vous parlez des affaires nationales, je ne suis pas très sûr que ça influe réellement sur le vote municipal. On a vu des études, peut-être que M. Nourian pourra abonder dans ce sens, mais qui montrent que 75% des gens ou des électeurs sont préoccupés par les affaires locales sur les municipales. Donc, je ne suis pas certain quand même que les affaires Buisson, Sarkozy, les mensonges de Christiane Taubira, ça joue un rôle. Peut-être au niveau de l'abstention, non Norbert ? Puis aussi, il faut savoir quand même qu'un quart des électeurs se décident une fois dans l'isoloir. Et là, souvent, le réflexe, c'est on rentre à la maison. Quoi. Donc... Sur ce que vient de dire François, peut-être au niveau de l'abstention, non ? Les gens vont aller... Au niveau de l'abstention, les affaires jouent au niveau de l'abstention, voire des fois au niveau d'une contestation. Par contre, les études d'opinion qui ont été faites sur certaines villes, les grandes villes, et ça a été le cas à Marseille, ont démontré qu'à l'item, pourquoi irez-vous voter au municipal, l'item pour contester la politique du gouvernement était un item assez important. Donc, si les affaires ont un traitement particulier, par contre, la contestation gouvernementale, comme le disait notre collègue, est essentielle, me semble-t-il, à prendre en compte, même si elle n'est pas déterminante. Alors, avant de parler du département du Var, et là aussi il y a 2-3 points chauds qui sont extrêmement intéressants. Un petit mot, mais très rapidement, sur Carpentras, avec ce sondage. Là aussi, division à droite qui est quand même terrible, parce qu'on ne peut pas considérer Carpentras comme étant une ville de gauche. Il suffit de voir les résultats aux dernières élections présidentielles où Marine Le Pen était juste derrière Sarkozy, et Sarkozy a été élu au deuxième tour avec 55-56% des voix. Donc, et il se trouve que celui qui tire son épingle du jeu, c'est Francis Adolphe, socialiste, qui est maire sortant, qui avait été déjà élu en 2008 grâce à une quadrangulaire. A priori, on peut se retrouver dans le même cas de figure, parce que d'un côté, on a
M. Aubert et M. Becker qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on l'a vu ça dans ce studio il y a 15 jours. Ah, c'était très chaud. Donc il y a plusieurs listes à droite, ce qui fait le jeu effectivement de Francis Adolphe, qui a presque été élu à son insu il y a 6 ans, sachant que Carpentras, c'est quand même la ville de M. Chartier, de Jean-Claude Andrieux, RPR, et également où M. Guy Macquarrie faisait des scores tout à fait hallucinants, l'ancien représentant du Front National, où la députée est Marion Maréchal Le Pen, c'est dire si c'est ancré sociologiquement à droite, mais grâce à toutes ces bévues, entre guillemets, de la droite, eh bien, il est possible que Francis Adolphe, qui en plus n'a pas chômé pendant son mandat, puisqu'il a fait la coulée verte, on a rouvert et rénové l'Hôtel-Dieu, il y a plusieurs contournements dans Carpentras, il y a tout un projet sur le pôle horticole du mine de Carpentras, donc c'est vrai qu'il s'est donné aux Avignonnais, pour lui c'est un véritable sacerdoce, la ville, il s'est donné aux Carpentraciens, et donc en plus quand vous avez le député Thierry Aubert qui se présente, M. Becker qui s'était déjà présenté l'autre fois contre l'avis de l'UMP, effectivement ce jeu fait de division. Et Front, Hervé de Lépinot, voilà, qui fait un score Hervé de Lépinot, au-delà de 20%. Un avocat qui est très coté à Carpentras, qui président de la Ligue du Sud. Voilà, et qui est aussi très proche, qui était le directeur de campagne et qui est le suppléant de Marion Maréchal Le Pen. Donc je ne suis pas sûre qu'il ait un score aussi faible que ça, entre guillemets. Il pourrait lui aussi progresser, vu effectivement les affaires, alors, même si ça n'est pas national. Les gens du Front National arrivent dans cette élection un peu plus vierge que les autres. Norbert, le Front National, très haut dans le département de Vaucluse, mais a priori pas en capacité de remporter une ville. Ce qui n'est pas le cas dans le département du Var. Pardon, à Bompard. Oui, à Bompard, oui, non, évidemment. Oui. Premier tour. Voilà. Premier tour, il n'y a pas de suspense, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. En revanche, dans le département du Var, là, et je pense à Brignoles, là effectivement, il y a possibilité d'une élection d'un candidat Front National. Et évidemment, on revient vers vous, Sophie, rapidement. Pour faire le pont, les études d'opinion que nous avions sur les deux villes, Avignon et Carpentras montre que malgré le fait qu'on ne connaisse pas le candidat ou qu'on ne connaisse pas assez le candidat FN, on vote pour lui. Alors est-ce que le FN est un étendard? Est-ce que c'est un réceptacle de mécontentement? Il y a plusieurs interprétations. Alors par contre, si on fait le pont et qu'on va à Brignoles, les éléments de la cantonale de Brignoles ont montré un FN très haut. Les études d'opinion sur Brignoles montrent aussi à 30% une possibilité de FN. Il y a là une décomposition du tissu politique local qui fait qu'à la limite, la seule force politique qui pourrait, contrebalancer les autres, c'est le FN, avec tous les risques que ça peut entraîner. La situation à Brignoles. Alors, avant de parler de la situation à Brignoles, moi j'ai envie de vous parler d'un homme, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Frédéric Boccaletti. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. J'avais envie de vous dire, c'est un garçon qui a fait du bleu marine avant Marine Le Pen. On se rappelle, en 1997, il est vraiment tout jeune. Il claque la porte du Front National parce qu'il est contre Jean-Marie Le Chevalier, qui était à cette époque-là, on s'en souvient, maire de Toulon. Il trouve ses méthodes abjectes et donc il quitte le Front National. Et son plus grand regret, je crois, c'est de ne pas d'avoir réussi à convaincre Jean-Marie Le Pen des méthodes donc tellement abject de Jean-Marie Le Chevalier. Donc cet homme-là, depuis des années, il aboure le terrain, en toute discrétion. Il a, je crois que c'était en 2009, repris, ou en 2010 d'ailleurs, la fédération du Var et il l'a transformée. On se rappelle en 2001, je crois Norbert, vous me dites si je me trompe, il y avait seulement 10 listes Front National dans le Var. 2008, ils ont des problèmes financiers, c'est plus difficile pour eux, mais là aussi il y en a seulement 10. Aujourd'hui, en 2014, ils en ont 37. Donc cet homme-là, à force de travail, de persuasion, avec les amis qu'il a pu convaincre autour de lui, il a transformé la fédération du FN dans le Var. Laurent Lopez, c'est lui, Laurent Lopez, c'est lui. Il l'a rencontré, ça fait 20 ans. Donc Frédéric Boccaletti, au début, là je fais un tout petit peu rapidement sa biographie, il n'aimait pas l'école. Il a quitté l'école très vite, il est devenu cuisinier. Et puis un grave accident de moto l'oblige à changer de voie et il ouvre une petite entreprise. Il est éditeur, il ouvre une librairie. C'est là qu'il rencontre donc Laurent Lopez. Pendant 20 ans se crée une amitié. Et puis par rapport à Brignoles,
Donc, il voyait bien que M. Dispart, vous le connaissez, vous vous souvenez du ancien candidat conseiller FN, général. Oui, très rapidement, il a vu que cet homme-là était un peu une caricature et que si le FN voulait empocher le siège donc à Brignoles, il fallait changer de candidat, avoir un candidat crédible, et il a réussi à convaincre, il y a un petit peu moins de 2 ans, son ami Laurent Lopez, qui est donc un chef, je crois qu'il est commercial dans une grande entreprise, à venir à ses côtés. Et voilà. Monsieur Lopez est aussi salarié du Front National. Il s'occupe des élus de la région. Oui. Donc alors je présume que c'est un emploi qu'il a cessé de faire, mais c'est un salarié, c'est un apparatchik du Front National à mi-temps. Effectivement, Frédéric Boccaletti, qui est aussi conseiller régional, il y a une connexion et c'est vrai que Laurent Lopez, c'est très clairement Frédéric Boccaletti. D'ailleurs, M. Dispart n'était pas du tout content, puisqu'il s'est présenté aux dernières élections cantonales, il a été ce que je effectivement voulais battu. dire en fait tout à l'heure, quand je parlais de risque pour Brignoles, c'est pas le risque que le Front National prenne la commune, c'est le risque de désagrégation des forces politiques locales. Alors, là, Norbert, pareil, vous me dites si je me trompe, mais sur cette élection-là, le PS a réussi, puisqu'on a vu qu'au cantonal, il s'était... parti divisé. On peut dire... Totalement. Vautré, on peut utiliser ce terme-là, n'ayant pas peur des mots. Là, ils ont réussi à rassembler. Alors, l'UMP, vous allez peut-être m'éclairer là-dessus, mais j'ai du mal à comprendre leur stratégie. Madame Ponce. Josette Ponce. Josette Ponce, c'est la nomade. Oui, mais il y a peut-être une inscription dans le livre des records, Sophie. C'est-à-dire que maire dans 3 communes différentes, puisqu'elle a été maire du Bossé. Oui. Elle est maire de Saint-Cyr. Et là, effectivement, elle est candidate à Brignoles. C'est déjà arrivé, ça ? J'ai pas de cas en tête. Non, j'ai pas de... Alors, elle a dit qu'elle prendrait un appartement si toutefois elle était élue du côté de Brignoles. Mais voilà, autant l'UMP sur les cantonales avait une candidate qui, ma foi, était bien implantée, c'était Catherine Delzer, qui avait une certaine aura. Elle n'a pas été beaucoup aidée par l'UMP pendant ces cantonales. Et puis là, ma foi... Alors en même temps, ils ont été très clairs, et M. Broquier et Mme Ponce sur ce plateau, puisqu'on a organisé un débat entre les 3 candidats à l'élection municipale de Brignoles, et M. Broquier et Mme Ponce nous ont dit qu'ils se désisteraient. Moi, je l'ai entendu clairement de M. Broquier, peut-être. Mme Ponce aussi, elle nous l'a dit en direct sur ce plateau, elle nous a dit que si elle arrivait 3e au premier tour, elle se désisterait. Du coup, Front républicain... Front républicain, absolument, qui renaît de ses cendres tel le phénix. Un petit mot sur Toulon. Alors, Toulon, ça a été long pour M. Falco. On a attendu vraiment... Suspense insoutenable. Très longtemps, avec mes collègues de la presse écrite, mes collègues de la radio, de France Bleu, c'était la petite blague. Alors, il s'est déclaré, oui, c'était chez toi, non, c'était chez moi. On a attendu jusqu'au 4 mars, 18h. Et là, une sorte de meeting en plein air, super, il faisait beau, place de la Liberté, pour enfin entendre Hubert Falco dire « oui, bien sûr, j'y vais ». Élection au premier tour. C'est ce qu'ils disent. Il avait fait 65%. 62, me semble-t-il. S'il n'est pas élu dès le premier tour, c'est clairement un échec. S'il y a un deuxième tour, c'est un échec pour lui. Donc, je pense malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez Norbert, mais qu'effectivement, il va l'emporter peut-être un peu plus difficilement que la fois dernière. On sera sous la barre des 60%. Voilà, c'est certainement ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il est aux 60 ou en dessous des 60 ? Par contre, le socle électoral est toujours là. Il existe et a priori, il n'y a pas de grand suspense. On a dû voir les deux autres candidats, là, monsieur Alfonsi. Donc Robert Alfonsi et le candidat du Front National. Jean-Yves Vaquet, qui est peut-être un peu moins connu. Lui, c'est un marin qui habite Toulon depuis... Un amiral, voilà, depuis très longtemps, qui nous dit Hubert Falco a beaucoup de déçus, même au Mourillon, on va pêcher des voix, du côté de la Beaucaire, etc. Voilà, on attendra. Je ne pense pas que Marine Le Pen, je crois, aux dernières présidentielles, avait fait 20% ou un peu plus de 20% sur Toulon, ce qui était un des meilleurs scores. Il y a toujours un fonds Front National grande ville. Lié à la population. Beaucoup de pieds noirs, beaucoup de marins, de militaires. Les pieds noirs. Voilà.
Sociologiquement, c'est une ville de Oui, droite. oui, Toulon. oui, Le PS a beau y aller depuis des années, hélas. Alors, et puis le PS, Robert Alfonsi, qui n'a pas réussi à accrocher la main du front de gauche, donc il a réussi à avoir les écologistes avec lui. En revanche, donc le front de gauche va partir tout seul avec André de Ubeda, qui a beaucoup appuyé sur les transports, parce que s'il y a une épine dans le pied d'Hubert Falco, c'est bien celle des transports en commun. On sait qu'il est contre le tramway, il y a une grosse mobilisation associative autour du tramway et contre les bus à haut niveau de service, les fameux NS. Voilà, et puis Hubert Falco, l'agenda, lui... C'est un dossier très important, ça, à Toulon. L'agenda est parfois merveilleux, avec l'ouverture du second tube du tunnel, justement hier. Donc, bravo, ça tombe... Quelle coïncidence. Ça tombe pile. Sophie, un petit mot sur une autre situation qui est particulièrement intéressante. Et on peut, en tout cas, si on se base sur un sondage qui a été fait par nos confrères de Var Matin à la fin de l'année, on peut avoir 5 candidats au deuxième tour. Alors, ça s'appelle une pentagulaire. Moi j'ai découvert le mot, et évidemment il s'agit de hier, et ça c'est tout à fait envisageable. Alors ça c'est, on peut dire quasiment sûr. On a 3 candidats bien connus des Hiérois, donc le maire actuel Jacques Politi, on a Jean-Pierre Girand qui revient, Francis Roux qu'on connaît évidemment tous ici. Et puis, on a, j'allais dire, les 2 petits nouveaux, Bruno Gollnisch qui était présent lors des législatives, qui n'était pas parvenu au second tour, mais qui malgré tout avait fait un bon score. Je crois que c'était, je ne sais plus, aux alentours de, 20, je crois. Et puis, un monsieur du PS qui s'appelle William Simuler, qui lui fait, moi je trouve en tout cas... Est-ce qu'il fait campagne Moi je trouve qu'il fait une belle campagne. Il se déplace parfois là où on ne voit pas les autres, y compris, on l'a suivi l'autre jour, à Porquerolles. Donc je trouve qu'il fait une belle campagne et il a raison parce que c'est maintenant... Il n'y a pas beaucoup d'électeurs à Porquerolles. C'est maintenant ou jamais. Si un jour la gauche devait emporter une ville comme hier, c'est le moment où il faut y aller. Une pentagulaire, c'est la loterie là, au deuxième tour. Oui, c'est on a 5 candidats, là, il peut sortir... Enfin, c'est le premier tour bis. Bruno Gollnisch pourrait éventuellement sortir de cette élection-là. Les quelques pentagulaires qui ont eu lieu montrent que le différentiel est de 1,5 à 2% en moyenne. Donc ne change pas forcément vu la distribution, si ce n'est les places de fin. Mais il y a eu quelques cas, pas énormément. Par contre, sur hier, oui, quand on regarde qui est présent sur les marchés, dans la rue, etc., il y a quelques candidats. Jean-Pierre Girand aussi. Par contre, le maire actuel, si ma mémoire est bonne, a même décliné le débat de Var Matin. De Var Matin, donc sur une place question, même. nous a-t-il dit, de sécurité. Il est le garant en tant que maire de la sécurité et réunir autant de militants à quelques jours, voilà. Ça lui paraissait très dangereux. Nous avions les 5 candidats en débat. Pour information, il ne s'est rien passé du tout, évidemment. Particulièrement animé. On sent qu'il y a la tension entre les candidats. Ce n'est pas des gens qui s'apprécient. Du coup, on est bien d'accord, au second tour, aucun risque ou chance d'alliance, personne ne tendra la main à l'autre. Sophie, très rapidement, un mot sur la Seine. Alors, la Seine-sur-Mer, on a... Villemeau bien placé. Voilà, Marc Villemeau qui repart pour un deuxième mandat. Petit couac tout de même, l'une de ses adjointes s'est alliée au Front de gauche, donc va partir avec Laurent Richard du Front de gauche. Et puis, il y a Patrick Martininck qui n'a pas obtenu l'investiture PS, mais qui part malgré tout dans la bataille. Je ne pense pas qu'au second tour, il appelle à voter pour Marc Villemeau, mais la campagne, pour l'instant, était un peu une campagne, j'allais dire, de caniveau. C'est pas très beau ce qui se passe à la Seine-sur-Mer. Donc c'est pour ça qu'ils ne se tendront pas la main, je pense, là non plus. Et puis il y a M. Canepa qui a été préfet de ce département il y a quelques années, avant de rejoindre Nicolas Sarkozy, puisque c'était un très proche de M. Sarkozy, et qui finalement, lui non plus, ça n'a pas pris. Alors il n'a pas eu l'investiture. C'est M. Vittel qui a eu l'investiture. Il y a eu une primaire, c'est donc Philippe Vittel qui l'a obtenue, et du coup, M. Canepa part malgré tout pour ses municipales. On verra bien. Puis il y a M. Guterres pour le Front National. Alors, M. Guterres, un personnage là aussi intéressant. C'est un
Cadra, hein. Voilà, un jeune cadra, je ne sais même pas s'il a 40 ans, figurez-vous. Pas loin. Assez dynamique, qui a été récupéré par le FN, et là aussi on peut dire merci à Frédéric Boccaletti, et qui maintenant fait une campagne avec des idées neuves ou farfelues, je ne sais pas comment vous dire, puisqu'il souhaite couvrir le port de la Seine, faire un tunnel qui passe en dessous. C'est vrai qu'en matière de tunnel, du côté de Toulon, on a été peut-être un peu échaudé, mais bon, voilà. Mais ça y est, le deuxième est ouvert, là. Tout fonctionne. Et c'est une bonne chose. Je voudrais qu'on revienne dans le département des Bouches-du-Rhône. On a beaucoup parlé du Front National et de l'éventualité qu'un certain nombre de communes dans le département du Var, effectivement en particulier Brignoles, puissent basculer du côté du Front National. Il y a une autre ville qui risque également d'être gagnée par le Front National, c'est Tarascon. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, à votre avis, donc, Valérie Lopi est bien placée pour gagner cette ville, sachant qu'elle a fait des scores plutôt remarquables à Tarascon, aux dernières législatives, sur Tarascon, même si elle est battue par Michel Vauzel, elle est à 57% des voix. Elle a face à elle M. Limousin. Et là aussi, on a une configuration un petit peu particulière, puisqu'on a 2 listes de gauche et 2 listes de droite. Et Valérie Lopi, cette candidate du Front National, ancienne chevènementiste, qui a obtenu des scores importants. Gilles ? Si on regarde les chiffres qu'elle a réalisés récemment, évidemment, on peut croire que Valérie Lopi a des chances de gagner. Je pense qu'il y a quand même une certaine, certaine mobilisation face à elle. Bon, elle a reçu l'aide de Marine Le Pen il y a quelques jours, qui est venue défiler en ville avec elle. Bon, c'est très probable, oui, c'est très probable. Mobilisation, il y a la FCPE, entre autres, qui s'est mobilisée contre elle. Je rappelle qu'elle est directrice d'école en ZEP, et il y a une mobilisation de la FCPE. Oui, elle aussi, elle représente vraiment la nouvelle génération des candidats Front National, très agréable, qui parle beaucoup avec les gens. Et qui elle s'occupe des questions d'éducation pour le Front National, au niveau national. Non, mais François ? c'est effectivement là que c'est intéressant, c'est qu'elle incarne un peu cette nouvelle génération ce qu'on appelle le Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui. On est très loin, on évoquait le Var tout à l'heure, on est très loin des figures historiques du Front National du Var. Là, on est sur quelque chose de nouveau, qui est incarné par Florian Philippot au niveau national. Valérie Lopi a tout pour elle. Gilles l'a dit. Belle femme, jeune, dynamique, avec un discours qui est très habile, très malin, jamais un mot plus haut que l'autre, souriante. Elle profite aussi du contexte politique de Tarascon, où la droite et la gauche sont un petit peu encroûtées, il faut dire ce qui est, surtout la droite là-bas. Et puis, c'est les Bouches-du-Rhône. Il y a des expériences dans les Bouches-du-Rhône qui ont plus ou moins marché avec le Front National. Alors, c'est au bout des Bouches-du-Rhône. C'est tout le bout, c'est le Gard. C'est ça surtout. On est tout près du Gard, où il y a une vraie sociologie, où il y a Gilbert Collard, il y a Marion Maréchal pas loin. Enfin, il y a tout un contexte géographique ou géopolitique qui fait qu'effectivement, je pense que s'il y a une ville qui bascule dans les Bouches-du-Rhône, c'est celle-là. Alors, juste, je vous donne la parole juste après, André. Juste, vous disiez que la droite était en difficulté à Tarascon, juste pour les plus anciens. Depuis 1983, tous les maires qui se sont succédés, de Thérèse Alliot, elle comprise d'ailleurs, jusqu'à Charles Fabre. Alors d'abord RPR, puis UMP, il y en a eu 3 de maires, les 3 ont été condamnés. Les 3. Voilà. Alors Charles Fabre fait appel, donc attention. Enfin, les 3 maires qui se sont succédés depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, les 3 ont été condamnés. Ça peut aussi pousser les gens à essayer autre chose, non ? C'est un contexte à la fois d'usure et de défiance même partielle, et qui fait que les partis, j'allais dire, plus radicaux peuvent se nourrir de cette contestation-là. Et c'est ce qui me semble le cas de Tarascon, avec la fin de cycle, un vieillissement, j'allais dire, du cycle politique, et avec la jeunesse du Front National, là, s'engouffrer dans cette brèche-là. Petite parenthèse, aux dernières cantonales, Lucien Limousin avait battu Valérie Lopi. André. Quand vous voyez que Marion Maréchal Le Pen n'a que 24 ans et que son grand-père est toujours aux commandes ou presque, en tout cas, hélas pour sa fille, il est toujours là, même s'il n'est que président d'honneur. Quand on parle de jeunes générations très présentables, c'était le cas de Ronald Perdomo à Marseille, rappelez-vous, il y a 30 ans. Il était tout à fait sympathique, gentil, bienveillant. Madame Yann Pia, qui juste avant de mourir était passée du côté de l'UDF, on s'en serait fait une copine. Je veux dire, c'était la seule députée FN du Var.
avec ses grands yeux bleus, son sourire, elle était tout à fait sympathique, en dehors de ses idées. Bon, eh bien, quand vous avez M. Lotio à Avignon, qui se considère lui-même comme un parachuté, qui a 47 ans, qui n'a jamais fait de politique, qui était pendant 20 ans directeur des services chez Balkany à Levallois-Perret, c'est quand même pas... On peut une pas des dire villes que les ce soit plus un endettées de CV France. particulièrement neutre et admirable, vu le nombre de casseroles que M. Balkany continue à avoir. Récemment, il a encore cassé une caméra de Canal+ et du Petit Journal, virgule. Donc, on va chercher cet homme, alors que Madame Le Pen n'a pas de mots assez durs contre le RPR et l'UMP et l'UMPS. Elle va chercher M. Lotio chez Balkany. Quand elle avait dit que ce serait un gros poisson, je dis, vous trouvez que c'est une grosse prise? Elle me dit, ah ben oui, c'est une grosse prise, on l'a pris à l'UMP. Donc, elle s'en contente tout à fait, alors qu'il connaît quand même la politique sur les bouts de doigts, même s'il ne l'a jamais pratiqué. Et depuis qu'il est là, ça fait à peu près 6 mois, je peux vous dire qu'il connaît parfaitement les atouts, les enjeux du Vaucluse, et que donc il a tout appris, il est énarque, il a tous ces dossiers qui fonctionnent, ses neurones avec. C'est pour ça qu'il n'a pas ce passif et ce passé des autres. C'est pour ça qu'il est assez haut dans les sondages et assez dangereux. Ce que vous dites est très intéressant, Laurent. C'est vrai que c'est un peu la même chose avec Aix-en-Provence. Catherine Rouvier, qui est une ancienne de l'UMP, professeure agrégée, ancienne de Sciences Po Paris, qui donne du sens à ce qu'elle dit. Exactement la même chose à Istres, avec Adrien Mexis, qui est un ancien de l'UMP, diplômé d'HEC, Sciences Po Paris. Et qui est le fils de Madame Rouvier. Fils de Madame Rouvier. C'est une information que vous me donnez, je ne le savais pas. Merci pour ce... Vous l'avez écrit quelque part ou pas, ça? C'est un scoop, alors. Peut-être, oui. Très bien, merci beaucoup, Gilles. Voilà, vous avez bien fait de venir. Vous le saviez, Laurent, ou pas? Non. Écoutez, voilà, on va repartir au moins avec pas trop quelque chose d'intéressant. sur cette filiation. Tout à fait. Voilà. Oui, Laurent, sur Tarascon. Oui, sur Tarascon et puis sur le Front National en général, je pense que pour le coup, le Front National surfe allègrement sur les affaires en cours, sur le tous pourri à droite comme à gauche, et que quand on a une candidate formatée pour l'emporter, comme vous l'avez présenté si bien tout à l'heure, ça souffre pas de contestation a priori, mais après, bon, les urnes, c'est autre chose. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, après on dira un petit mot sur les 2 départements alpins, est-ce que vous pensez qu'ils ont retiré les erreurs du passé? On a souvent dit que le Front National n'avait pas été capable de gérer convenablement. Alors, Stéphane Ravier, quand on lui pose la question, il dit c'est pas vrai, Marignane a été bien géré, Vitrolles a été bien géré, Toulon a été bien géré. Est-ce qu'ils ont... Non, André Bonetti n'est pas d'accord. Effectivement, on peut discuter de ça. Toulon, donc c'était faux. Oui, moi j'y étais aussi à l'époque, Absolument. donc je peux en parler. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont en capacité... intellectuellement, j'entends, de gérer une commune importante, Brignoles, Tarascon, c'est des villes où on est au-delà de 10 000 habitants quand même. Moi, j'ai envie de vous dire, plus que l'idée de gérer une ville, ils sont vraiment dans une partie d'échec. Nous, on parle un coup, eux, ils réfléchissent bien au-delà. Certes, il y a ces municipales, juste derrière, on a les européennes et on a les sénatoriales. Et ça les intéresse beaucoup. Et on l'a rappelé aux téléspectateurs en début d'émission, on vote certes pour élire un maire, mais aussi les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Et ça, vraiment, ça va changer la donne. Vraiment. Rapidement sur la gestion. Simplement, on ne les a pas vus à l'œuvre. Monsieur Lotio n'a jamais été à l'œuvre. Alors, on reste à deviner ce qui va bien s'en sortir. On voit bien que Monsieur Hollande, qui n'a jamais été ministre, ne s'en sort pas forcément très bien au niveau du chômage, par exemple. Donc, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Je pense qu'au-delà de gérer, ils veulent surtout avoir des élus pour s'inscrire dans la politique locale et viser d'autres scrutins. Je pense que la stratégie, elle est plutôt là, enfin pour en avoir parlé avec Stéphane Ravier notamment, je pense qu'on veut s'installer pour le coup d'après. Allez, on va partir très rapidement dans le département des Alpes de Haute-Provence et nous serons attentifs, entre autres, à ce qui va se passer à Digne, puisqu'il y a de la discorde à droite entre le candidat UMP Christian Barbero et Gérard Segon, et à gauche également, entre la candidate de la gauche unie Patricia Granet et Franck Di Benedetto, le premier adjoint du maire sortant Serge Collagen, qui ne se représente pas. Cela pourrait éventuellement favoriser la candidate du Front National, qui est aussi une ancienne de l'UMP, Madame Baudouin-Morel, qui est dentiste à Digne. D'autant qu'à Digne, il y a un terreau favorable, Norbert, avec beaucoup de retraités qui sont, qui sont sensibles à ce que... Les structures sociodémographiques expliquent aussi au discours du Front. En grande partie les intentions de vote. Et une population un peu plus vieillissante est une population qui vote un peu plus à droite. Et dès lors qu'il y a des problèmes de contexte dans le territoire donné, eh bien, on peut voter aussi Front National.
régional Il faudra surveiller Digne. Il peut se passer des choses aussi à Digne avec le Front National. Dans le département des Hautes-Alpes, la gauche est également divisée. Il y a le candidat socialiste qui s'appelle Bernard Josso, avec en numéro 2 sur sa liste Karine Berger, qui s'occupe des questions économiques pour le parti socialiste, une polytechnicienne qui est députée d'ailleurs de la circonscription, mais aussi une liste du Front de gauche et une liste d'hiver gauche de Guy Blanc. Cela pourrait également profiter au maire sortant, Roger Didier. Alors lui, il est passé par à peu près partout, PRG, maintenant estampillé UMP. D'ailleurs, un sondage BVA Orange le donne largement devant. Il friserait même sa réélection au premier tour. Allez, il nous reste 1 minute 30. On va faire un petit pronostic. Qui sera le prochain maire de Marseille ? Gilles, vite. Non, mais j'ai encore des pronostics. Je trouve que c'est un peu léger d'ailleurs pour une ville. J'ai envie de finir l'émission comme ça. Une ville. André. Peut-être qu'elle a besoin de renouvellement, cette ville, comme Avignon. Donc, comme ils ont à peu près le même âge, Madame Roig et Monsieur Gaudin, peut-être qu'ils pourraient partir tous les deux un peu se prendre des vacances ensemble, puis ils ont la politique dans leur vie, ça va leur manquer. Bon, Laurent, Aix-en-Provence. Moi, je pense qu'Aix-en-Provence. Oui. Et Marseille. Allez-y, Marseille. Moi, je pense que ça sera soit Patrick Menucci, soit Jean-Claude Gaudin. Bien joué. Sophie, Toulon. Sur Toulon, moi je vais vous dire, pas de risque, je vais vous dire Hubert Falco. Bon, très bien. François. Sur Marseille, je voyais Jean-Claude Gaudin presque sûr il y a encore une semaine et j'avoue que là aujourd'hui j'ai un doute. Je verrais bien Jean-Claude Menucci. Eh bien moi, je réserverai la réponse à cette question pour moi et je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Pas du jeu. Bravo. C'est comme ça. Non, je pense effectivement qu'on va se retrouver dans une situation extrêmement serrée. Je crois qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de savoir. Autant en 2008 il n'y avait quasiment pas de suspense, autant aujourd'hui ça me paraît extrêmement compliqué. Merci beaucoup à tous les 6 d'être venus sur notre plateau. On se retrouve samedi pour La Voix est libre, qui sera consacré non pas à la politique, parce que nous sommes sur un jour neutralisé. On parlera de Bab el Med musique. Et puis évidemment le lendemain pour nos soirées électorales à partir de 19h. Merci beaucoup. Très bonne nuit sur la 3. Merci de votre fidélité.